à tous, ça fait un petit moment maintenant que nous nous retrouvons tous les mois pour cette pause philo. Aujourd'hui, qui a une coloration particulière, puisqu'on va parler du mystère, on va parler également de tout ce qui tourne autour du fantasme des francs-maçons, parce qu'il y a un fantasme qui tourne autour de tout ce qui est caché, secret, qu'on hésiterait à mettre en avant. Il y a aussi, comme le rappelait très bien notre invité, la nécessité d'envisager la théorie du complot systématiquement. Et puis, j'ai presque envie de prendre le contre-pied à ce que vous avez dit. Il y a aussi quelques francs-maçons qui prennent un malin plaisir à dire que la maçonnerie a apporté énormément à la France. La maçonnerie a été le lieu, ou en tout cas le mouvement qui a permis de faire évoluer les idées. Et puis, on a tendance à penser que les francs-maçons ramènent un peu souvent aussi la couverture à eux lorsqu'ils veulent défendre leurs idéaux. Vous en pensez quoi, ce contre-pied? Alors effectivement, d'ailleurs il y a un ouvrage qui sort, là, qui va sortir d'ici 2 jours, je pense, Ce que la France doit à la maçonnerie, oui, coécrit par Emmanuel Pierrat, avocat, et Laurent Kupferman, effectivement, et qui retrace un peu l'influence de la maçonnerie, ce que ça a pu s'apporter. Oui, en fait, les maçons eux-mêmes, une partie des maçons sont fiers et ont tendance peut-être à, non pas en rajouter, mais peut-être à magnifier certains aspects de la maçonnerie, mais je pense aussi que c'est en réaction par rapport à tout un mouvement anti-maçonnique, ou assumé ou non assumé, qui éclabousse en partie la maçonnerie. Alors on pourrait dire que ce que vous écrivez, puisqu'on fait quand même allusion à un ordre qui semble quand même assez mystérieux, puisqu'on sait très bien que la plupart des francs-maçons parlent en premier lieu d'une initiation. Par conséquent, on sait très bien qu'il y a une grande ouverture aujourd'hui. On voit par rapport aux ouvrages qui sont déposés dans des étagères chez des libraires, on a quasiment accès à tout, mais en même temps, comme certains ne sont pas des initiés, nécessairement, il y a un manquement. Donc le fait de ne pas avoir passé ce cap de l'initiation, c'est peut-être aussi ce qui crée le fantasme, ou en tout cas l'invention autour de cet ordre secret. Alors, du duo, je suis le co-auteur imparfait, hein. Je ne suis pas l'être de lumière comme les Jacques, mon co-auteur. Il a aussi ses zones d'ombre. Mais effectivement, quand on a eu tous ces débats, parce que nous on se connaît depuis des années, depuis son entrée en maçonnerie, à chaque fois, quand je lui posais des questions à l'époque, parce qu'il se trouve que j'ai enquêté aussi sur la maçonnerie sur la Côte d'Azur, j'avais une vision négative. Mais dans tous ces débats, on peut lire énormément de livres sur la maçonnerie, mais à un moment donné, il y a une porte. Et la porte, elle ne s'ouvre que si on est initié. Ça, c'est clair. Et j'ai tendance à dire, puisque j'ai rencontré pas mal de maçons depuis 8 ans, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour la maçonnerie. Je pense que c'est un peu comme lire le Kama Sutra, mais ne jamais faire l'amour. Intéressant. Ah non, mais ça donne à réfléchir, effectivement. Il manque les travaux pratiques. Exactement. Alors pourquoi avoir écrit à 2? Est-ce que c'est parce qu'il vous manquait une partie d'inspiration ou d'imagination? Est-ce que vous êtes historien en quelque sorte dans les écrits? Alors, en fait, moi je suis donc journaliste, il se trouve que j'ai une double vie professionnelle. Je suis journaliste au Parisien aujourd'hui en France, en charge, chef de service adjoint de l'économie, et j'ai enquêté dans la maçonnerie. J'ai une écriture, je dirais, plus journalistique. Jacques a été prof de français, il a une écriture plus littéraire. Bon, ça encore, ça n'a pas grande importance. En revanche, ce qui fait, je pense, l'un des intérêts de cet ouvrage, c'est coécrit avec un maçon qui sait de quoi il parle. Parce que des livres sur la maçonnerie, des thrillers sur la maçonnerie, vous en avez eu et vous en aurez. En revanche, d'avoir un maçon dans le duo fait qu'on ne va pas raconter n'importe quoi. Et ça, c'est essentiel. Alors lui, il se charge de la partie historique, moi de la partie contemporaine, mais pour toutes les scènes de loge, d'initiation, il faut que ce soit écrit par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je vous donne juste un exemple. Dans le 7e Templier, Antoine Marcas assiste à une exaltation ou élévation au grade de maître dans une loge féminine. Bon. Moi, j'aurais très bien pu l'écrire en ayant lu des livres, des bouquins, parce que ça, c'est déjà décrit dans pas mal de bouquins. En revanche, quand vous y assistez en tant que maçon, vous ressentez des choses que le profane ne peut pas ressentir, que moi, je ne peux pas ressentir. Et là, tout se justifie dans son écriture. D'accord. Donc, en fait, vous êtes un binôme efficace, puisqu'il apporte, en fin de compte, la partie mystérieuse, et vous apportez peut-être la vivacité de l'écriture. Alors, pas seulement, parce qu'on a tous les deux une fascination pour l'ésotérisme. Et alors, à l'inverse, par exemple, lui qui a l'habitude d'aller dans les temples, de fréquenter énormément de temples maçonniques, pour lui, c'est un décor presque normal. Quand vous rentrez dans un temple, quand vous êtes profane, en revanche, il y a quelque chose de fascinant. J'y vais de temps à autre, mais en tant que profane, et je peux vous dire qu'à chaque fois, je suis frappé
par l'atmosphère qui se dégage d'un temple. C'est pas anodin. Quand vous avez ces colonnes, vous rentrez, vous avez ces colonnes, ce pavé mosaïque, quand vous avez ces symboles, ce triangle, et puis selon les loges, vous avez, ça peut être des loges à tendance égyptienne, à tendance Memphis Mizraïm, ça peut être à tendance... Vous avez toute une panoplie de décors qui font que cette ambiance symbolique donne ce goût de mystère. Alors que peut-être que Jacques, qui lui le pratique tout le temps, puisqu'il est en tenue tout le temps, il s'y habitue. Moi, évidemment, je ne m'y habitue pas. Donc, quand par exemple, moi, il y a des choses, je vous donne juste un exemple. Dans un temple, je suis toujours fasciné par le pavé mosaïque. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une symbolique. Un pavé mosaïque, c'est une alternance, c'est un damier, noir et blanc. Bon, il y a une symbolique maçonnique évidente. Vous pouvez dire le bien, le mal, etc. Mais la lumière, les ténèbres. Mais ça frappe. Quand vous allez là, ça vous frappe. C'est comme, pour moi, ce serait comme je dirais une ouverture. Et si vous soulevez cette ouverture, vous rentrez dans un souterrain. Ce qui n'est pas le cas. Dans un temple maçonnique, c'est pas le cas. Dessous, il n'y a rien du tout, c'est qu'un pavage. En revanche, pour moi, en tant qu'auteur et pour mon imaginaire, il est nécessaire que je m'émerveille. Et là, on est dans le mystérieux, dans l'au-delà de la réalité physique. Pourquoi ne pas avoir cherché la trace sur l'histoire, justement? Puisqu'il y a des lieux sans pourtant passer par des temples maçonniques où vous pouvez rencontrer également le mystère. Vous parliez tout à l'heure de la quête du Graal. Sans être maçon, vous pouvez avoir accès à quand même toute une mythologie, tout un rapport particulier au mystère, et notamment à la transcendance par rapport à cette... Pourquoi la maçonnerie?